Bonjour, bienvenue à tous pour un autre épisode du podcast Le Tournant. Et je suis avec ma co-animatrice. Jessie Charles. Yes, comment ça va aujourd'hui? Très bien. Puis, OK, aujourd'hui, on a reçu quelqu'un de très inspirant avec une grosse histoire, Vladimir Berry, alias DJ Boogie. Puis, si je te demande, toi, qu'est-ce que tu as retenu de l'entrevue qui t'a plus touché? Mais en fait, c'était une entrevue tellement poignante que vous allez voir un petit peu dans mes expressions faciales. Il a vraiment parlé de ses traumatismes et des choses vraiment incroyables qu'il a vécues et des impacts que ça a même eu sur sa santé mentale. Donc, cet épisode-là portait vraiment là-dessus. Il nous a parlé aussi beaucoup des vrais street codes. Ça, là, ça m'a vraiment marqué. Alors, moi, je pense que c'est vraiment des éléments qui sont venus me chercher. Puis, le switch aussi. Je me serais pas attendue à ce qu'il parle en tant que OG de la thérapie, des bienfaits de la thérapie. C'est bon ça, surtout que c'est beaucoup tabou, que ce soit des gens qui viennent de communautés immigrantes, que ce soit des gens qui viennent de la rue. Parler de santé mentale et de thérapie, c'est pas sexy si on peut dire ça comme ça. Exact. Moi, si je peux dire une des choses qui m'a le plus impacté, c'est définitivement la relation avec son père. Puis qu'est-ce que son père a vécu dans son pays natal qui fait qu'il y a eu un effet avalanche boule de neige, comme on peut dire. On va pas trop rentrer dans les détails. On va laisser la chance aux auditeurs, auditrices de le découvrir. Mais honnêtement, moi, je peux dire que c'est une de mes entrevues préférées. J'ai aimé toutes les entrevues, mais définitivement une de mes entrevues préférées. Et, les plus profondes, je pense. Exactement. Donc, ouais, c'est ça. Donc, en tout cas, bonne écoute et ça commence tout de suite. Si tu préfères le confort, les gens qui réussissent sont ceux qui travaillent fort. C'est quand t'es inconfortable que tu grandis, le soleil revient toujours après la pluie. Donc, je vous rappelle que le projet Le Tournant, c'est un projet qui cherche à sensibiliser, éduquer et outiller, que ce soit les jeunes adultes, les intervenants et même des parents qui pourraient se retrouver aux prises avec la délinquance, la marginalité et la criminalité. Donc, je me présente, Édouard Andrew Joseph, animateur, et je suis avec ma co-animatrice. Jessie Charles. Yes. Et aujourd'hui, on a un invité très spécial. On a un invité toujours avec une histoire inspirante, fascinante, et dans le but d'ouvrir les yeux de la jeunesse et peut-être même démystifier certains trucs qui sont tabous dans notre communauté. Mais je suis très, très content d'accueillir notre invité aujourd'hui et c'est nul autre que Vladimir Berry. Bonjour. Merci d'être là. Merci à toi. Merci. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Ça va bien aujourd'hui. Sinon, la semaine, tout se passe bien? Oui, tout se passe bien, oui. C'est bon. Donc, juste une question de te présenter au public. Qui est Vladimir Berry? Qui je suis? Je suis DJ Boogie. Je suis compositeur de musique. Aussi, je suis programmeur analyste de formation et en même temps, je suis le président du chapitre montréalais de Zulu Nation. Ah, OK, ça beaucoup de rôle. Exact. Le bagage, il y en a dedans, là. Donc, c'est bon, ça. On essaye. Ah, c'est bon. Puis, la question qui commence tout, qui part le bal, j'aime dire, c'est quel a été le point tournant dans la vie de Vladimir Berry? Puis quand on parle du point tournant, c'est quand il y a une prise de conscience, que ce soit au niveau du comportement, de la manière de penser, de réfléchir. C'est quand que Vladimir Berry, c'est après une pause, il a dit, j'ai besoin de faire un pivot, il y a quelque chose qui a besoin de tourner, j'ai besoin d'un point tournant dans ma vie. C'est sûr que qu'est-ce qui est arrivé, c'est la musique. En fin de compte, j'ai voulu faire de la musique professionnellement et j'ai vu qu'en menant une vie de criminalité, je ne pouvais pas mixer les deux. Je ne pouvais pas mixer les deux. À un moment donné, je me suis retrouvé sur le stage et puis mes ennemis étaient dans la salle. Wow. Alors, avec un gros spotlight dans la face, tu ne vois pas ce qui se passe dans le fond de la salle. Malgré que tu peux être avec tes amis, tes chums, ces affaires-là, mais tu es comme une cible sur le stage. Et puis, il fallait que je règle cette question-là. Est-ce que c'est la musique ou la criminalité? J'ai choisi la musique.
Wow, merci pour cette réponse. Et juste avant que je passe la parole à ma collègue Jessie, parce qu'il y a une question qui m'est venue en tête qui n'était pas prévue, mais ta réponse m'a fait penser à ça. Qu'est-ce que tu dis, toi, de justement, en ce moment, on dirait qu'on essaie de mélanger beaucoup les deux ou mettre les deux de l'avant pour dire que pour avoir de la crédibilité, il faut que tu aies un certain pied dans la criminalité. C'est comme le message qui est véhiculé aux jeunes. Si je suis pas real, si je fais pas vraiment les affaires que je dis, si je peux pas faire du rap cap, il faut que je vive cette vie-là et après je peux faire de la musique. Mais toi, tu viens de dire, il fallait séparer les deux. Ah oui, en définitive, c'est ça. C'est ça. Et puis, bon, il y a une différence entre la criminalité et puis être authentique. Je ne dis pas que, tu sais, il faut que tu sois dans la criminalité, mais oui, c'est important d'être authentique avec soi-même. Et puis, bon, j'ai vu le contraire. J'ai vu du monde qui ont commencé à faire de la musique et puis après ça, qu'ils ont essayé de tremper dans des affaires de criminalité, mais c'est vraiment pas un chemin à suivre. Merci. Merci pour cette réponse. Alors, justement, on parlait de criminalité. On est rentré vraiment directement dans le sujet. Ce mode de vie-là, ça affecte souvent les relations. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça les a affectés dans ton cas précis? Ben, dans mon cas précis, maintenant que je regarde ce que j'ai vécu, c'est que j'étais en dépression. Et que déjà, en étant en dépression, en m'isolant, en ne m'aimant pas assez pour aimer les autres, en menant un style de vie qui était extrêmement dangereux pour moi, où est-ce que à chaque coin de rue, je pouvais frôler la mort. J'ai quand même à 11 ans, je vivais dans la rue. Et puis, à 12 ans, c'est là où j'ai eu ma première peine à quartier, là. 2 ans. Et puis, à 13 ans, j'étais dans des fusillades au centre-ville. Il y a du monde qui voulait me tuer. En fin de compte, c'était pas un mode de vie qui était sain. Et puis, quelque part, tu te trouves isolé là-dedans. Là. Tu nais tout seul et puis tu meurs tout seul. Mais avant que Andrew prenne le relais, je suis comme un peu... T'as vu, mes yeux ont fait « ouh ». Je suis vraiment désolée de cette réaction, mais en fait, ça a commencé quand même assez jeune. C'est vraiment frappant. Et surtout, bon, je connais pas ton âge, mais je me dis que malgré tout, c'est quand même quelque chose... je pense que tu appartiens à la communauté haïtienne, donc c'est quelque chose qui est un peu tabou. Puis tu parles d'avoir demeuré dans la rue. Oui, ben parce que je fuguais. Je fuguais parce que je vivais beaucoup de violences physiques et psychologiques à la maison. Alors, à un moment donné, j'ai cru tout simplement qu'ils allaient me tuer. Alors, j'ai sauté par la fenêtre. Okay. Ça amène directement à l'autre question. C'est comme un bon relais. Tu as parlé de tu fuguais à un jeune âge. On parle de 11 ans. Si je te demande, est-ce que tu peux décrire la dynamique familiale en grandissant? Un jeune Vladimir Berry, tu as grandi dans quel quartier? Ben, j'ai grandi dans le quartier Antique, là, tout proche de Saint-Michel. OK. Donc, quand tu es dans le quartier Antique, un jeune Boogie, 11 ans, il commence à fuguer. Décris les dynamiques familiales qui ont mené à ça, qui ont pu mener à ça. Bon, disons que mon père, c'était un adepte des coups de bâton. Puis quand on dit coup de bâton, pour les gens qui ne comprennent pas, on parle de la correction physique. Oui, de la correction physique. Et puis, bon, moi, je pensais que c'était normal parce que je suis né là-dedans. Mais lui, toute sa famille avait coupé les liens avec lui à cause de cette violence-là en Haïti. Okay. C'est que c'était un autre niveau. C'était un autre niveau. C'était pas 2-3 coups que je mangeais. Je mangeais des bonnes volées. Là. D'accord. OK, donc en fait, c'est pas comme une volée, genre tu as fait une erreur, une gaffe, puis on donne la fessée, mais c'était vraiment un autre niveau. Oui, en fin de compte, mon père, c'était un diplomate. Il faisait partie du Parti communiste en Haïti.
il m'a nommé Vladimir en l'honneur de ça, en l'honneur de Vladimir Lénine. Et puis, il voulait que je reprenne le combat. En fin de compte, ce qu'il pratiquait sur moi, c'était une désensibilisation à la violence. Alors, je suis passé à travers des traitements pour me désensibiliser à la violence physique, psychologique. Un jeune torture, âge. ouais. Ce qu'il pouvait me battre pendant des heures. Et puis moi, j'ai pris ça comme un défi. De pouvoir supporter ce genre de châtiment-là. De passer au travers. Des fois, il me battait tellement qu'il pleurait en même temps lui-même. Il me disait que c'était pour mon bien. En fin de compte, lui avait survécu à un assassinat où est-ce que 7 autres de ses frères s'étaient fait tuer. En fin de compte, ils l'ont mis dans la même camionnette avec les cadavres de ses 7 frères. Il pensait qu'il était mort et puis il a survécu ça. Quand il a survécu ça, il a été amené à l'hôpital militaire parce que mon grand-père, lui, c'était un haut placé dans l'armée d'Haïti, colonel Berry. Et quand ils ont vu qu'il était encore vivant et puis que c'était le fils du colonel, alors il l'a amené à l'hôpital et puis après ça, il l'a amené à Fort Dimanche. Pour ceux qui ne connaissent pas Fort Dimanche, moi je connais, mais est-ce que tu peux expliquer c'est quoi Fort Dimanche pour les gens qui ne savent pas, s'il vous plaît? Fort Dimanche, ça c'est le pénitencier en Haïti. Et puis dans le temps de Duvalier, beaucoup de tortures qui se passaient de l'autre côté. Moi, j'ai pris connaissance de ce qui se passait de l'autre côté parce que mon père me faisait assister aux réunions que les personnes qui avaient fait Fort Dimanche faisaient ici pour raconter les atrocités que les autres avaient vécues. Wow! Ouais. Fait que là on parle de la diaspora qui sont venus à Montréal. Oui. Tu as pu avoir des histoires comme... C'est pas de deuxième main, là. Des gens qui ont vécu ces atrocités-là. Tu as dit de la torture. Oui. Qui se sont fait battre. Oui. Tu as parlé avec ces gens-là. Oui, mon père tenait absolument que je prenne conscience de ça dès un jeune âge pour savoir quel monde que je m'apprêtais à vivre dedans. Donc, pour lui, c'était le monde. Pour lui, c'était le monde. Et puis pour lui, en fin de compte, il est en train de me former pour pouvoir faire partie moi-même de la jeunesse du parti. Et puis, en voyant ce qui se passe en Haïti présentement, le niveau de violence est à un autre niveau. Et puis, il voulait me désensibiliser par rapport à ça pour pouvoir moi-même naviguer à travers ce genre d'environnement. Puis dans le fond, si je comprends bien, c'est juste comment tu parles de l'histoire. C'est comme si tu es capable de dire que tu as compris que, OK, mon père a vécu telle chose. Mon père s'est dit que moi, je veux former une équipe élite qui va prendre la relève pour libérer un pays qui est oppressé depuis longtemps. Puis il s'est dit que ce que j'ai vécu, il faut que je prépare mon fils à ça. Lui, il s'est dit, l'intention n'était pas mauvaise, mais ça t'a désensibilisé à la violence. Ouais. Puis ça amène à l'autre question qui est, est-ce que tu peux décrire le rapport que tu avais à la violence, justement? Que ça soit la transition de ce que tu as vécu avec ton père et après, quand tu as commencé toi-même dans la rue. Mais comment ce rapport à la violence-là a été forgé, justement? Si tu peux rentrer plus en détail. La violence devient un outil. Ça devient un outil et puis étant complètement désensibilisé à la violence, mais tu vas toujours un peu plus loin. Et puis, ta connexion émotionnelle avec ce que tu es en train de faire, elle n'est pas là. Et puis, quelque part, tu te traumatises à chaque fois que tu déshumanises quelqu'un. Là. Alors, oui, c'est le kidnapping, la torture... et puis, etc. Etc. Ouais, écoute, c'est déjà un bon picture, comme on dit, là, comme tu donnes une bonne vitrine, là. Je crois que les gens peuvent vraiment comprendre que on parle pas de petites rigolades, là, tu vois. Non. Non, et puis en même temps,
en même temps, c'est que pour pouvoir passer à travers ça, on adopte des comportements sociopathes. La prison, ça devient l'école. Ça devient un chemin inévitable que tu devras aller prendre. Ça vient partie de ton parcours. Bordeaux, c'est le cégep. Le pénitencier, c'est l'université. Wow. T'as pas assez d'amour pour toi-même pour protéger ta propre vie. T'es prêt à la sacrifier pour n'importe quoi, pour un oui, pour un non. T'es prêt aussi à sacrifier la vie des autres aussi. J'ai juste une question qui me brûle les lèvres depuis que je t'écoute. C'est vraiment de savoir, est-ce que tu pourrais dire que vu que tu étais en dépression, maintenant avec le recul, bien sûr, c'est un comportement suicidaire que tu avais? En définitif, en fin de compte, j'ai voulu me suicider parce que j'en pouvais plus avec ma vie. Je me souviens, j'avais 14 ans. Puis je me suis dit, mais à quoi bon me suicider? Je laissais les autres me suicider. Alors, j'ai commencé à m'attaquer à d'autres styles de criminels, que tout le monde disait, oh, ben, si tu t'attaques aux autres, tu vas mourir. Et puis, ça devenait mes cibles. Donc, toi, à la place de dire, les autres m'ont dit, non, toi, t'as dit, ouais, c'est eux-mêmes que je veux. C'est les autres mêmes. Voici la bouche du dragon, je saute dedans. Si le dragon m'avale, ben, il m'avalera. C'est fini, mes souffrances sont finies. Mais si je m'en sors, ben, je m'en sors avec le cœur du dragon. Et puis, je regarde le next. Avais-tu un rapport avec la spiritualité à cette époque? Je ne croyais pas dans la spiritualité en tant que telle à cause de mon endoctrinement communiste. Alors, la religion, c'est comme l'opium du peuple. Et puis, même les personnes qui me parlaient de ça, alors pour moi, c'était farfelu. Si ton Dieu peut te sauver, il va te sauver là. Il ne te sauvera pas, c'est moi qui est là. C'est cette pensée-là que tu avais, là. Ouais. Ou t'es fouette, c'était froid. Tête frette, là. C'est pas mon Dieu qui est là, c'est moi. OK, Boogie. Mais tu vois, même Boogie, c'est venu de la rue même. Quand les personnes m'ont donné ce nom-là, je n'étais pas d'accord. Parce qu'en réalité, ça vient de Boogeyman, le bonhomme 7 heures. Et puis, je ne voulais pas m'appeler le bonhomme 7 heures. Je vais m'appeler quelque chose comme Super Joe. Mais, question. Ça veut dire que tu réfléchissais quand même. Parce que, OK, tu as été capable de te dire, moi, je vais m'attaquer au plus fort pour montrer que non. Parce que, comme tu as dit, tu étais tanné de vivre et tout. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne voulais pas porter ce nom-là quand même? Qui allait, je pourrais dire, fitter avec justement les actions et le state of mind, la mentalité que tu avais à ce moment-là. Mais pourquoi tu dis non, appelez-moi pas Boogeyman? Mais parce que je ne me voyais pas comme la personne à éviter à tout prix. Moi, en fin de compte, ceux qui ont commencé à m'appeler comme ça, c'était des personnes que je considérais mes amis. Et puis, je pense que pour moi, ce n'était pas un beau nom, là. OK. Appelle-moi, je ne sais pas, Nitro, quelque chose. Bonhomme 7 heures, c'est comme... Et puis là, il m'expliquait c'était à cause de la manière que j'agissais et puis que si on tombait dans les troubles avec moi, c'était la manière que j'apparaissais sur le monde. Mais j'étais très calculateur aussi. OK, fait que tu étais très calculateur. Donc, est-ce que... Très reptilien dans les calculs. Mais tu voulais pas qu'on te voie comme ça, qu'on te perçoit comme ça. Pourtant, tu agissais de cette manière-là. Donc, comment tu peux nous amener à naviguer sur ta façon de réfléchir, de te percevoir toi-même versus la façon... Est-ce qu'on peut approfondir sur ça, sur la façon que toi, tu te percevais versus comment eux te percevaient? Parce que je pense qu'il y a une dichotomie malgré que il me semble que tu dois y aller. Oui, ben, un exemple que je pourrais te donner, c'est, en fin de compte, dans
dans la fin des années 80, ici à Montréal, on a eu le crack qui est venu. Et puis, bon, personne ne savait exactement c'était quoi le crack et puis ces affaires-là. Et puis, pour moi, c'était une porte de sortie et puis une manière de combattre le chômage. De le vendre? De le vendre. Fait que, tu sais, bon, c'était relié à la prophétie des Rastas disant que tu sais, le survivant aurait une pierre blanche dans les mains. Et puis cette pierre blanche, ben là, tu sais, je me suis assuré, tu sais, de la distribuer à plus de personnes possibles que les autres, tu sais, des pères de famille qui étaient sans emploi, pour qu'ils aient une porte de sortie et puis commencer à faire leur argent. Comment tu voyais, par exemple, est-ce que tu étais un jeune qui passait des CV, qui allait essayer de chercher de l'emploi, puis on t'a fermé les portes, là, tu t'es dit, ben, voici le truc qui va me faire m'en sortir, qui va résoudre le problème de chômage? Oui, ben, en définitif, oui. Ben, il faut dire que dans le temps, la communauté, on parlait de 50% de chômage dans la communauté. Là. Wow. Tu sais, quand on parle de la grande récession, on parlait de 30% de chômage. C'est même pas qu'est-ce que nous autres, on vivait dans notre communauté. Fait que, oui, j'ai rempli des centaines d'applications, naturellement, pour pouvoir trouver des jobs. Mais bon, devant les résultats négatifs, il nous restait juste des manières alternatives de faire de l'argent. Et puis, bon, à l'âge qu'on avait, on n'était pas les plus sages. Parce que là, tu nous as parlé de... Tu as nommé le nom sociopathe. Au niveau de ta santé mentale, puis tu as parlé aussi de dépression, est-ce que c'est des diagnostics qui ont été posés ou c'est des choses que toi, tu percevais par rapport à toi-même? Et si tu peux juste nous aider à vraiment comprendre mieux... Mais ça, j'ai compris ça après, à travers la thérapie. Parce que même avec les personnes avec qui j'étais en thérapie, je voyais que ma manière de penser n'était pas la même que les autres. C'était pas la même que les autres. Est-ce que tu peux donner des petits détails, sans trop rentrer dans les détails? Est-ce que tu peux donner des exemples, genre? Ou ce que tu as vu que ta pensée n'était pas la même? Ils exprimaient des regrets pour des actes de violence, admettons, commis sur des personnes. Tandis que moi, et puis, tu sais, je ne veux pas dire nous autres, pour ne pas impliquer nécessairement d'autres personnes, parce que même, tu sais, d'autres personnes qui étaient là, ils vont dire, OK, tu étais un peu plus précoce que nous. OK. Je ne veux pas les impliquer pour autant, mais pour moi, faire mal à quelqu'un, il fallait en rire. Il fallait en rire, c'est comique, c'est drôle. Et on va continuer à te faire subir des traitements déshumanisants. C'est pas à cause que je t'aime pas, c'est pas à cause que... C'est parce que voici la vie, puis il faut que tu prennes une leçon, et puis en fin de compte, tu es tombé sur ta leçon aujourd'hui. Et on va... Je veux pas dire en vrai, je vais mener la leçon jusqu'au bout. Et puis, en fin de compte, il y avait une des personnes qui était avec moi qui m'a fait remarquer. Il dit, c'est comme si j'ai l'impression que tu es puni comme si tu étais leur père. Ça, c'est une affaire qui m'avait comme secoué un peu quand il m'a dit ça, parce que, en fin de compte, c'était des choses que mon père me faisait subir. Je remarque que sourire, c'est pas une chose facile pour toi, un vrai sourire, là, parce que même sourire, c'est comme... Ça, on dirait que ça te prend toute ta force pour le faire. Est-ce que c'est quelque chose qui traîne depuis ton jeune âge? Ben oui, sûrement ça arrivait avec le personnage du bonhomme Seta. Mais là, bon, je dirais que j'ai moins de difficultés à sourire, là. Mais il faut dire aussi qu'on parle d'un sujet qui est quand même à... J'essaie pas de glorifier ça. Je sais pas je suis pas fier
qu'est-ce qu'on est en train de parler. Et puis c'est vraiment dans le but d'aider. Dans le but d'aider à comprendre. Et puis surtout aussi aux jeunes qui sont en train de vivre des situations comme ça, de se dire, écoute, il y a une manière de s'en sortir et puis d'être heureux dans la vie. Merci, ça c'est un très beau message. Puis de toute façon, jamais on a ressenti que c'était une manière de s'en glorifier. C'est vraiment, tu racontes ton histoire comme tu as dit, pour permettre à quelqu'un d'autre d'être libre puis de voir un peu plus de lumière dans sa noirceur puis dans ses ténèbres, dans les moments difficiles qu'ils peuvent traverser. Donc, chapeau à toi. Puis c'est pas, je sais que c'est pas toujours évident de se mettre vulnérable comme ça devant les gens puis d'accepter de juste être à livre ouvert. Mais moi, je sais que quand tu te permets à toi d'être vulnérable, tu permets à d'autres personnes qui pensaient même pas à le faire, puis ils disent « Ok, c'est correct d'en parler. Je peux aller de l'avant puis demander de l'aide pour certaines choses. » Donc, chapeau pour ça. Merci. Il faut demander de l'aide. On est en train de perdre une jeunesse les plus capables dans cette histoire de dépression. Okay. Et puis, ils savent pas que l'aide existe en réalité. Donc, surtout avec la radicalisation du système, surtout provincial, avec le programme Gang de rue, qui fait qu'une fois que tu es rentré dans ce programme-là, tu n'as pas le droit aux soins mentaux parce que tu es considéré comme un criminel endurci. Enfin, depuis que tu rentres dedans, ton dossier est au SCRS, c'est-à-dire les services secrets canadiens. T'es coché au même titre que terroriste. Et puis, moi, j'ai été coché, j'ai été coché gang de rue jusqu'à l'âge de 45 ans. Là. Et puis, t'as pas de programme d'aide. T'as pas accès à ça, tu es considéré comme un danger pour la société et puis en fin de compte, ça contribue beaucoup à ta radicalisation. Là. Il a fallu que mon niveau descende en prison pour que j'ai accès à ce genre de programme-là. Et puis bon, je savais même pas c'est quoi. Je me suis retrouvé dans ce programme-là par hasard. Oh, wow. Et puis, avec la conjoncture de qu'est-ce qui se passait, parce que pour moi, j'étais rendu au suicide. Encore parce que je ne comprenais pas pourquoi j'avais ce genre de comportement-là que j'avais. Je considérais que j'étais tout simplement défectueux. Et que défectueux, alors je me tuais. Et puis, en fin de compte, tu mets une personne comme ça, dans un état d'esprit comme ça, au milieu de d'autres personnes, je suis capable de me faire une violence extrême. C'est pas sur quelqu'un d'autre que je serais pas capable. C'est deep, c'est très deep, très profond. Et pour juste vite là, moi je dis que on te dit que en attendant que ton niveau descende, c'est là que tu as le droit aux soins. Je crois que tous les niveaux devraient avoir les soins. Oui, et puis c'est ça que j'avais dit. J'avais demandé à une intervenante. Et puis, quand j'ai vu que moi, ça a commencé à me faire du bien, et puis j'ai dit, je connais beaucoup de personnes qui sont au maximum pour qui ça ferait du bien. Et puis, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, oui, je sais, mais il y a un problème de sécurité. Un problème de sécurité parce que la manière de penser dans le maximum, c'est extrêmement reptilien aussi. Là. C'est-à-dire que s'il y a une faille, quelque chose, c'est pas nécessairement que tu vas chercher à vouloir t'aider. C'est de la manière que je rencontrais du monde qui étaient en thérapie, puis là, ils me disaient je suis en thérapie à cause que j'essaie d'éviter une peine de prison, et puis ces affaires-là. Et puis je les regardais, c'est même pas ma manière de penser. Tu l'as vraiment changé. Si tu es criminel, tu vas mettre là où tu mets les criminels, là,
le système de bonbons et puis de récompenses. Et puis, si tu es un gentil garçon, ces affaires-là, tu sais, ça à d'autres. Moi, voici qui je suis. Et que je n'irai pas me cacher dans une thérapie. Tu sais, fait que moi, il me disait ça, et puis c'est comme ma manière de penser reste quand même, tu sais, maximum. Et puis j'ai trouvé faible pour ça, là. Mais bon, en fin de compte, la thérapie va montrer que c'est pas la faiblesse des autres que je dois regarder. C'est plutôt moi-même que je dois regarder. J'ai déjà assez de problèmes avec moi-même. Est-ce que tu peux répéter ça, s'il vous plaît? C'est tellement deep ce que tu viens de dire. La thérapie t'a fait réaliser quoi? Que c'est pas la faiblesse des autres que je devais regarder, c'est plutôt me concentrer sur moi-même. Et puis mes propres faiblesses, pas trop focusser sur le monde. Et puis quand j'ai réalisé que j'étais vraiment malade, parce que quand la première intervenante m'a dit que j'étais traumatisé, j'ai répondu, j'ai dit, c'est de la foutaise. C'est moi qui traumatise le monde, c'est pas moi. Je sais que la réponse, elle a dit, c'est moi qui fais le traumatisme, c'est pas moi qui en a subi. Elle m'a dit, ok, c'est bon. Là, elle m'a donné un livre qui parlait des traumatismes. Elle dit, je vais juste lire ça. Je vais juste le lire. Et puis, quand je l'ai lu, et puis là, ça parlait des traumatismes que j'avais vécu en étant enfant, et puis que ça se passe de 0 à 6 ans, et puis ces affaires-là. Et puis moi, je suis quelqu'un, si je lis quelque chose, il faut que je le mette en pratique pour voir si le livre parle de vraies choses. Okay. Oh, ben, elle savait quoi faire, elle. Oui, c'est que elle m'a... en fin de compte, oui, elle savait exactement quoi faire parce que elle m'a évité de faire beaucoup de dégâts. Quand j'ai lu ce livre-là, en fin de compte, j'ai remonté le plus loin dans mon enfance, là où je me suis souvenu avoir mangé une volée. Ça remontait à quel âge à peu près? Ça remontait à 5 ans. OK. En fin de compte, j'ai pu remonter jusqu'à 3 ans. Quand même? OK. Mais ce n'était pas nécessairement une volée, mais c'est la première fois que j'ai eu peur, vraiment, de mes parents. OK. Et puis à 5 ans, ben là, j'avais mangé vraiment une vingtaine de coups. Et puis j'ai appelé ma mère. J'ai appelé ma mère parce que je ne savais pas pourquoi j'avais été puni comme ça. Et puis, quand j'ai parlé avec ma mère, j'ai dit, tu te souviens, quand j'avais 5 ans, j'ai mangé une volée. Elle m'a dit, oui, je me souviens. J'ai dit, mais pourquoi j'ai mangé cette volée-là? Elle m'a dit, je ne m'en souviens plus. J'ai dit, mais comment on peut donner une telle volée à un enfant et ne plus s'en souvenir pourquoi? Elle m'a dit, je ne m'en souviens plus, et puis sûrement tu l'avais mérité. Quand elle m'a dit ça, tout mon intérieur s'est cassé. Ma capacité de parler a disparu. Je bégayais, mes mains devenaient moites, ma vision s'est rétrécie. Et les autres prisonniers qui étaient alentour de moi, les autres, qui, naturellement, ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passait. Mais pour moi, j'avais le goût de les battre. J'avais le goût de les battre. Et puis, tout simplement, que c'était les battements de mon cœur que j'entendais. Je pensais que c'était les battements de leur cœur. Et puis, que c'était un message... comment je pourrais dire, divin, qui me disait, il a besoin que tu l'ouvres, il a besoin que tu le fasses saigner. Et que c'est comme ça que j'agissais, mais avec le livre que l'intervenante, Solidan, m'avait donné,
et puis qui expliquait, voici maintenant les réactions quand tu tombes dans ton esprit reptilien. Et puis que je voyais que j'étais en train de, vraiment live, là, de subir tout ça. Puis là, j'ai dit à ma mère, j'ai essayé de mettre toutes mes forces ensemble pour lui dire, j'ai dit, j'aurais accepté cette réponse-là dans le passé. Et là, j'ai des enfants. Et quand je leur regarde dans les yeux, là, mes enfants, là, à 5 ans, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils auraient commis comme faute pour que je les batte avec une telle intensité. S'il vous plaît, dis-moi au moins pourquoi j'ai mangé cette volée. Jusqu'à présent, il ne peut pas me le dire. Et en même temps, ça témoigne de la fréquence que je prenais ce genre de traitement-là, parce que pour eux, c'était anodin. Moi, en fait, quand j'ai donné à mon beau-fils une tape, et puis je m'en souviens jusqu'à présent. Une tape avec la mère. Qu'est-ce qui fait que tu t'en es rappelé, même si tu sais que c'était pas sévère, là, comme traitement? Ben, c'est de la manière que moi, je me suis senti, c'est de la manière que lui s'est senti, Naturellement, il y a une charge émotionnelle à travers ça. Et puis, ça a été la seule fois où j'ai fait ça, parce que de toute manière, dans ma mentalité, faire de la violence sur des enfants, faire de la violence sur des personnes qui sont plus faibles que toi, c'est une question de lâcheté. Mais en même temps, ça fait partie de ma maladie. Pourquoi? Parce que moi, j'ai subi ça. Et que quand je sens que quelqu'un est trop faible pour pouvoir subir mon attaque, ben c'est quelque chose qui va me turn off. Mais en fait, maintenant, avec la thérapie, je comprends pourquoi. Tu as beaucoup parlé de ton rapport avec ton père, mais ton rapport avec ta mère en soi, elle, tu dirais qu'elle était plus comme si elle le laissait prendre le relais, puisque c'est un père, donc lui doit élever son fils. Oui, mais ma mère, en fin de compte, l'encourageait. Là-dedans, c'est pas comme si que mon père me donnait une volée et puis que ma mère venait me consoler. Là. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. J'ai pas connu ça. J'ai pas connu ce genre d'amour maternel. Comme elle a dit, sûrement que tu le méritais, et puis en fin de compte, je m'en fous de pourquoi tu as eu cette volée-là. C'est comme quand je me suis fait poignarder à 13 ans, elle m'a dit, écoute, j'ai un fils que, tu sais, ça a l'air de bien aller, puis j'ai un fils que tout le monde a le goût de tuer. Je comprends pas, et puis elle est partie. C'est pas quelqu'un qui me démontrait nécessairement de l'affection ou bien et que tout cet aspect de compassion et puis tout ça, j'ai pas connu ça. C'est que j'en avais pas nécessairement envers les autres. Et puis quand j'ai tenté moi-même d'essayer de démontrer ça, ben, tu sais, je me faisais rabrouer par mes parents comme c'est pas la manière de vivre ta vie, là. C'était comme un signe de faiblesse. C'est comme un signe de faiblesse. Alors, bon, moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai supprimé ça de ma vie, mais en fin de compte, mon intelligence émotionnelle a arrêté à 7 ans, là. À 7 ans, c'est là où j'ai arrêté d'évoluer émotionnellement. J'ai dû commencer à reprendre ça à 45 ans. À 45 ans, tu as une intelligence émotionnelle de 7 ans. C'est pas évident, mais en même temps, l'avoir fait me donne une deuxième vie que je ne pensais pas que je pouvais avoir. Une vie que je suis en train de mener aujourd'hui, que je n'ai jamais cru que je pouvais mener. Est-ce que c'est parce que tu pensais que ça n'existait pas ou que tu n'y avais pas le droit? C'est quoi exactement? Que j'y avais pas le droit. Et puis quand je regardais d'autres personnes vivre ce genre de vie-là, je me disais, mais comment ils font pour vivre comme ça? Moi, je peux pas vivre comme ça. Je peux pas vivre comme ça. Et puis j'avais tellement de distorsions cognitives que
5 minutes, chaque 5 minutes, il pouvait arriver quelque chose que, bon, en fin de compte, tu prennes le maquis, le gars, ils vont venir t'arrêter. J'ai vu 5 minutes, t'es comme... Tu regardes partout, là, t'es comme... Ouais. Tout se passe bien, mais en fin de compte, tu sais, il y a quelqu'un qui arrive et puis qui dit quelque chose, qui trigger quelque chose dans ta tête, tu sais, et puis toi, tu commets quelque chose, tu pars et puis tu dis, est-ce que la personne vit encore? Bon, si elle ne vit plus, je suis parti. Je vais voir s'ils vont venir cogner à ma porte. Si elle vit encore, ça se peut qu'elle va porter plainte et que vaut mieux que je l'aie l'eau. Si... Mais toujours avoir ton cerveau à penser de manière comme ça. C'est sûr qu'à un moment donné, veut pas, ça va causer des effets néfastes, là. Toujours être sur tes gardes, toujours être méfiant, toujours te dire, je dois être le plus violent, je dois faire plus. Oui, ben, en définitive, mais tu sais, quand c'est juste ça que tu as connu. Tu vois? Et puis, tu sais, je vois d'autres personnes et puis ils vivent pas comme ça. Pour moi, ils sont naïfs. Ils parlent pas vraiment des... Ils sont naïfs. Parce que voici comment est la vie. Wow. En tout cas, de comment que je la voyais à travers mes distorsions cognitives. Parce qu'en réalité, c'était pas normal. Qu'est-ce que je prenais pour quelque chose de normal? C'était pas anormal. Je suis très content d'avoir passé la thérapie parce que ça m'a appris à être heureux et puis à m'aimer moi-même. Ça, c'est gros. Ça t'a appris à être heureux et à t'aimer toi-même. Ouais, t'as même pas parlé d'aimer les autres, t'as parlé d'aimer toi en premier. Oui, ben, comment veux-tu donner à quelqu'un d'autre qu'est-ce que tu n'as pas pour toi-même? Et que si tu veux aimer les autres, il va falloir que toi-même, tu t'aimes assez et puis en abondance pour que tu puisses les distribuer alentour de toi. Et puis c'est le choix que j'ai décidé de faire. J'ai décidé de m'aimer en abondance. Comme ça, je peux le distribuer aux autres personnes alentour de moi, oui. Oui. Nice. Comment tu dirais que tu distribues cet amour-là présentement? Ben, présentement, c'est en partageant mes faiblesses. Je parle aux enfants qui vivent dans la violence présentement et puis qui se disent qu'il n'y a pas de porte de sortie. Oui, il y a des portes de sortie. Oui, tu peux être heureux dans la vie. Et oui, tu vaux quelque chose. Yes. Tu vaux quelque chose. Tu vaux beaucoup. Nice. Et puis c'est important. Moi, comme je viens de ce background-là, alors je renvoie quelque part le message vers la tribu. Je sais que pour toi, c'est important. Est-ce que tu avais fini ta réponse, excuse-moi? Parce que la façon dont tu as fait la pause, j'étais comme, je suis pas sûr. Est-ce que... Ouais, c'est toujours une question en suspens. Comment partager cet amour-là? Comment le générer? Et puis, pour pouvoir en avoir assez, pour pouvoir le partager alentour, je pense que oui, c'est une question toujours en suspens, oui. C'est bon ça, parce que moi, je sais que tu as parlé de musique plus tôt. Je sais que tu es quelqu'un, tu joues pas avec ta musique, tu redonnes beaucoup et tu es beaucoup pour la communauté. Toi, tout ce qui est love, tout ce qui est redonner, tout ce qui est teach, tout ce qui est empowerment, moi, je t'ai connu comme ça. Donc, comment, à travers le hip-hop, justement, tu peux redonner? Comment, toi, le hip-hop, non seulement t'a aidé, mais comment tu sens qu'à travers le hip-hop, tu peux redonner aux gens également? La culture hip-hop, c'est une culture de libération à la base. Ça a été conçu à travers le mouvement de libération des années 60, Black Panther, tout ça, pour pouvoir libérer la communauté noire et puis empowerment. Et puis c'est là où est-ce que la culture hip-hop est née, déjà en partant. Et que c'était une culture qui était anti-drogue,
tout attachement matériel. En fin de compte, moi, quand j'ai connu cette culture-là, c'est comme ça qu'on me l'a appris. C'est comme ça qu'on me l'a appris. Naturellement, dans les années 90, il y avait un aspect qui était un peu plus négatif qui est arrivé, mais naturellement, avec Public Enemy, où est-ce que c'est devenu plus revendicateur, la culture en général. Pas pour dire que, avec des messages, c'était pas déjà comme ça. Et puis, même avant ça, avant des messages, il y avait toujours cette connotation-là. Tu as eu NWA. Mais quand NWA est sorti, moi, je suis dehors. En fait, quand j'ai connu NWA, j'étais à Miami. Avec un de mes cousins, que lui m'a introduit à NWA. Disons, c'était un tannant. Et puis, bon, NWA était très explicite de la manière qu'ils approchaient les affaires. Et puis, bon, lui, il était très explicite aussi de la manière. Ça matchait, là. Ouais, ça matchait. Fait que quand je suis retourné à Montréal, je suis retourné avec NWA, right? T'avais quel âge? Je devais avoir 15 ans. Donc, t'étais déjà dans le bain, là. OK. Oh, ouais, 15 ans, comme je te dis, je marchais constamment armé. En fait, depuis l'âge de 12 ans, j'avais toujours un fusil sur moi, un revolver ou quelque chose. Pour moi, c'est la même chose qu'un caleçon, là. Bon, OK. Oh, wow, OK. Non, tu fais trop bien. Oh, wow. Tu sors pas chez vous sans ça. Ouais. Oh, wow. Fait que si on revient, genre, fait que toute ton introduction au hip-hop, tous les messages, comme tu as parlé de revendication, mais tu as fait le contraste par rapport à NWA revendiquait des trucs, mais de la manière qu'il le faisait, c'était cru, c'était... Oui, mais parce que qu'est-ce que je trouvais... ce qu'il racontait, qu'est-ce qu'on vivait. Il racontait les deals de drogue. Que ce que je voyais, moi, naturellement aux États-Unis, quand j'arrivais ici à Montréal, je trouvais que c'était slow. Je trouvais que les gars étaient slow. Et puis, que moi, j'allais pour ça, là. Pour ce style de vie-là. Et puis comment je pourrais dire, à un moment donné, je me suis assis, et puis, j'ai plein d'argent, et puis, je vends de la drogue, et puis, bon, ils disent quand le monde sort des autres secteurs pour venir chercher ta drogue, mais c'est là que tu sais que ton spot, il est hot. C'est pas juste le monde du secteur qui vient chercher, c'est-à-dire que le monde parle à travers la ville de comment tes affaires sont bonnes. Fait qu'ils font le chemin pour venir te voir. Et puis là, dans ma tête, je me suis dit, bon, prochain move, c'est que je place une publicité. Oh boy. Peut-être en mode marketing là aussi, mais on parle pas pour un nouveau Pepsi, un nouveau... Je parle de straight drug. Là, je suis en train de me casser la tête et puis de me dire comment je vais faire une publicité. J'ai l'argent. Je peux me payer une publicité à la TV. Je peux me payer une publicité. Ouais. Oh, toi, t'as dit, je vais le faire sérieusement, là. Ain't no half-stepping. You go all in. C'est la mentalité que t'avais, là. Yeah. Ouais. Mais regarde, là, maintenant, ils parlaient de BMF, qu'ils avaient des annonces sur des autoroutes. Tu parles dans le temps à Atlanta, tout ça, là, oui. Exactement, fait que... C'est vrai, ça, en plus. C'est vrai, ça. C'est tellement vrai. Tu comprends? Tu as le pouvoir de le faire, mais maintenant, c'est de chercher de la manière de le faire. Et puis, qu'est-ce que tu vas dire dans cette publicité? Mais qu'est-ce que tu vas dire? C'était ma prochaine question. Ouais. Tu vas dire, venez me voir sur le corner, j'ai tout ce que vous avez besoin. C'est-à-dire? Puis c'est marqué en gros, là, DJ Boogie, viens me voir. Ouais, mais dans ce temps-là, j'étais pas vraiment DJ, là. OK. C'était juste pas choisi Boogie. la musique, là. C'était Boogie Man, et puis j'étais pas content qu'on m'appelle comme ça, là. Après au moins 2-3 ans avant que j'accepte, quand les filles ont commencé à dire Boogie, j'ai fait OK. Bon. Et elle a dit, oh, peut-être que le nom est pas si pire finalement. Là.
non, ça, posez, ouais, moi, le 7h, passe me voir à 7h, ouais, c'est bon. Oh, mais... J'aimais pas ça. J'aimais pas ça. En fait, même quand je taguais Big Fresh. OK, parce que tu voulais pas être associé à ça. Ouais, c'est même quand je slaguais, et puis les gars de Schlager disaient, oh, j'ai acheté ma drogue, du gros noir. Je disais, non, tu vas m'appeler gros blanc maintenant. OK, toi là. Non, mais les gars sont reckless, ils parlent au téléphone, et puis... Ils nomment... Ouais. C'est comme il y a du monde, ils rentrent dans ce domaine-là, et puis on dirait qu'ils cherchent ton concours de popularité, c'est comme... Mais les gens, je crois que... Mais tu vois, ça fait preuve de la maladie mentale. Mais, exact. Surtout en ce moment avec notre jeunesse qui veut tout montrer, qui croit que si les gens le voient pas, ça veut dire que c'est pas vrai. Ça veut dire que travailler dans le noir, puis attendre qu'un jour, on va dire, tu plantes quelque chose en terre, puis qu'à un moment donné, il y a un arbre, il y a des fruits. Pas le temps. Il faut que tout le monde puisse voir tout de suite. Malheureusement, je crois que il y en a beaucoup qui tombent victimes de ça. Ah ben, en définitif. Et puis, ça, en définitif. Et puis, bon, on parle des jeunes, de ces affaires-là, mais, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui sont là, et puis la grosse majorité, c'est des touristes. C'est des touristes, là. Ils se cherchent. Et puis, ils se retrouvent dans une impasse, et puis ils pensent, mais il y a du monde que les autres sont vraiment hardcore dedans. Et puis ceux qui sont hardcore dedans, ils ne cherchent pas la popularité, là. Parce qu'ils savent que c'est quelque chose, depuis leur jeune âge, qui va leur empêcher d'atteindre leurs objectifs, là. Tu sais que si tu te fais stouler, et puis tu as 8 ans, et puis ton business va finir quick. Logiquement. Et puis tu apprends à doc. Tu sais, tu apprends, et puis c'est là où tout le comportement sociopathe se développe, parce que tu deviens une double personne. Tu apprends à mentir. Tu comprends, voici la différence entre un rappeur et puis un gangster. C'est quand tu lui demandes où est-ce que tu étais dimanche soir, là. Le rappeur va te dire, écoute, j'étais avec T-John, puis on était en train de brasser du crack, et puis on avait les filles qui frappaient à la porte, et puis ces affaires-là, tandis que le gangster va dire, oh, j'étais chez ma mère en train de lui laver le dos. Il y en a un qui cherche un alibi, il y en a un qui cherche la gloire. Wow. Et puis c'est là où tu peux les délimiter. Là. Drette là. Voilà la différence. Ok, t'es quelqu'un qui cherche la gloire, tout ça, ok, bon, t'es un amateur. Ça veut pas dire que nécessairement que tu deviendras pas un assassin ou que t'auras pas vendu de la drogue, mais t'es un amateur. T'es un amateur, tu seras pas un gros sur le top de l'échelle. De toute manière, t'as pas la discipline pour arriver là. Mais en ce moment, comment les choses sont projetées, c'est tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut y arriver. Tu peux faire de la fraude, vendre de la drogue, peu importe, être un proxénète, tu peux y arriver. Puis c'est la manière d'y arriver. J'ai même déjà entendu des personnes dire, si dans ta musique, tu ne parles pas de ça, ta musique ne va pas pogner. Et il y a des jeunes qui croient là-dedans, malheureusement. L'affaire, c'est que tu peux en parler, mais c'est de la manière que tu en parles. L'angle. Oui, c'est l'angle. C'est l'angle avec lequel que tu attaques. OK, je suis d'accord que ça peut être un sujet d'actualité, ces affaires-là, et puis bon, ne pas en parler, ça ne va pas nécessairement aider la cause, mais c'est de la manière aussi que tu l'abordes. Et puis c'est ça que j'avais compris avec NWA, en fait, compte. C'est l'affaire que, bon, je faisais assez d'argent que je voulais faire de la publicité, et puis ces affaires-là, et puis j'en suis venu à me demander, mais comment ça se fait que NWA vit une vie de criminel, est en train de vendre des millions de disques, et puis moi, j'ai toutes les escouades sur le dos, et puis je suis pas en train de faire ça. T'as dit, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Comment ça se fait que moi, j'ai toutes les escouades sur le dos de police, je peux même pas pointer quelque part, et puis eux autres, ils vendent des millions de disques, et puis ils font la même chose que je fais. Et puis là, j'ai commencé à écouter vraiment, les paroles. Et puis c'est là que j'ai compris qu'il parlait dans le passé. I used to.
I used to do this, I used to do this. J'avais l'habitude, j'ai déjà fait. Comme Sans ça. compter qu'il y en avait un qui n'était pas gangster dans En plus. NWA. Ben, Quelques-uns, j'y crois bien. Ouais, Si c'est pas le tout. seul vrai gangster qui était dans NWA, c'était Easy, en fin de compte. C'était le seul. Les autres... C'est des artistes vraiment qui ont habité les quartiers, ils ont sûrement vu, fait 2-3 trucs, mais pas comme ça, sûrement. Ouais. Tu sais, si tu veux être vraiment un gangster, c'est pas le même style de vie, tu sais. Et puis moi, quand je suis tombé en dépression et puis que je tombais sur ces petits jeunes-là qui, tu sais, faisaient des vidéos, moi je suis ci, moi je suis ça, et puis je suis tombé en dépression, moi. Et puis je savais que, OK, bon, vous avez là un peu louche, ces affaires-là, mais tu sais, j'ai besoin de manpower. Mais si je comprends bien, toi, à la vue, quand tu vois des choses que tu sais que c'est pas vrai, puis toi, ça vient te chercher, si je comprends bien, t'es comme, mais pourquoi vous faites tout ça? Non seulement tu risques de mettre ta vie en l'air, tu mets une image qui est même pas vraie pour des gens qui ont déjà vécu cette vie-là et qu'on voulait s'en sortir. Pourquoi tu fais tout ça? Ouais, ben, tu sais, je peux le mettre d'une manière encore plus simple, dans des discours que j'ai eu directement, tu sais, avec des jeunes comme ça, dans le temps de ma dépression. C'est comme, OK, je vois qu'est-ce que tu fais, tout ça, j'aime bien qu'est-ce que tu fais, ces affaires-là, mais je vois que tu fais pas l'argent que tu es supposé faire. Et que moi, je vais te donner la possibilité de faire l'argent que tu es supposé de faire. Quand je vais mettre une brique dans tes mains, je ne veux pas la voir dans la vidéo. Si je la vois dans la vidéo, on a des problèmes. Si je te mets un gun dans les mains, je ne veux pas le voir dans la vidéo. Sinon, on va avoir des gros problèmes. Est-ce que tu ferais ça aujourd'hui avec un jeune? Du tout. Je te parle, j'étais en dépression, Exact, j'étais malade. Parce que moi, je t'ai pas connu comme ça. C'est pour ça que je pose la question. Mais j'ai eu ce discours-là avec les jeunes qui m'ont regardé, ils ont dit, oh. Donc, les gens qui étaient sous toi à l'époque. Ben, ouais. Ça veut dire maintenant, tu fais un choix. Si tu décides de marcher dans l'armée de l'ombre, tu marches dans l'armée de l'ombre. Ça veut dire que là, maintenant, si je te donne de la cocaïne à vendre et puis toi, tu le mets carrément dans ton vidéo, tu mets hot. La police sait que toi, tu n'as pas la plug. Moi, je l'ai la plug. Et qu'ils vont venir derrière moi, que toi, tu vas disparaître. OK. Fait que c'était assez drastique. Ben oui, c'est un milieu qui n'a pas de pardon, là. Fait que tu sais que les personnes qui font ça, c'est des bouffons. Hein? C'est là que tu sais, là. Tu sais qu'ils ne sont pas tout à fait là, là. Il y en a qui ne sont pas du tout là-dedans et il y en a qu'au niveau santé mentale, ils sont challengés. Il y a des... Ouais, exact. Fait que... Oui. C'est là que tu sais, parce qu'il y a du monde qui sont beaucoup plus froids que ça dans le milieu, là. Qui sont beaucoup plus dangereux, là. Des vrais crocodiles, là. Ça se promène à terre, là, une basse vibration, là. Et puis les autres, quand ils font disparaître le monde, il n'y a personne qui en entend parler. Wow. Et puis ils existent. Et puis ils existent. Et puis on ferme les yeux. Et puis on sait qu'ils existent. Merci. Même moi, je suis sur ce podium-là, et puis même là, je me dis, OK, bon, je peux parler, mais est-ce que je peux vraiment parler d'eux autres? Non. Écoute, quand tu vois la pertinence, sans nommer de nom et tout, tu comprends, mais je sais que tu... Je ne m'inquiète pas avec ça pour toi. Mais si je suis arrivé dans des affaires où j'ai rencontré du monde qui dealait pendant la guerre des gangs sur les deux aspects, là. Ça veut dire... Et puis moi, je les ai rencontrés, j'ai dit, mais comment ça se fait que je te vois avec les bleus et puis maintenant, tu es avec les rouges? Et moi, je sais de quel clique que tu fais partie pour de vrai. Quand tu voyais ça, est-ce que tu te disais pas, mais qu'est-ce que je fais là-dedans? C'est pas sérieux, il n'y a pas de loyauté ou ce que je pensais de ça, c'est pas ça. Ça t'a jamais sonné des cloches? Longtemps. OK. Longtemps, depuis même, quand je te parle de la fusillade, là, ça s'est passé entre amis, là. Ça finit première page du journal de Montréal, ça s'est passé en plein centre-ville. J'avais 13 ans, là. Et puis, là, maintenant, à quoi bon d'avoir une gang, et puis la gang devient trop grosse, et puis... tu te bats pour du monde qui en réalité c'est juste des fuckers. Toutes ces questions-là, moi, tout ça,
sais, mais tu sais, quand j'ai posé la question au gars, et puis, parce que, tu sais, en fait, quand j'étais dans le maximum, il était dans le maximum, et puis j'étais obligé de le prendre dans une cellule à part, et puis j'ai dit, toi, t'es pas là-dedans, je sais. Je sais que t'es pas là-dedans. Tu marches avec tel clic. Et puis ça, c'est les clics qui sont plus internationales. Et puis, il me dit, OK, ouais, c'est vrai, t'as raison. Je dis, mais c'est quoi cette affaire-là de bandana? Et puis il me dit, c'est éliminage de con. C'est-à-dire que, tu sais, il y a certaines personnes avec qui ils vont travailler. Et puis ces personnes-là, quand ils commencent à devenir trop chauds, ils leur donnent un gun et puis un bandana. Bon. Wow. OK? Et puis, ils vont chercher quelqu'un d'autre d'un autre secteur que lui aussi il est trop chaud et puis il lui donne un gun et puis un bandana. Bon. Sans se salir les mains, ben. Ils font la job sale sans se salir les mains. Puis si je te demande, Boogie, là... Ça, je n'irai pas nécessairement plus loin que ça. Non, t'inquiète. On a fait le calcul. T'inquiète, là. ouais. Mais si je donne sur une note plus positive, là, toi, tu fais tellement de choses. T'as dit, comment encore t'as dit, programmeur, analyste? C'est pour ça aussi que, tu sais, je suis président de Zulu Nation, qui est aussi un programme de désaffiliation de gangs, reconnu internationalement. T'inquiète, on va en venir là-dessus. Mais si je te demande, là, tu fais beaucoup de choses, t'as dit programmeur, analyste, justement, tu gères Zulu Nation, tu fais de la musique. Si je nomme quelques-uns de tes accomplissements, OK? Puis après ça, tu vas pouvoir enchaîner. Tu sais, on voit ton passé, on voit comment la relation avec le père, qu'est-ce qu'il a vécu aussi en Haïti. Comment toi, tu as vécu ton apport à la violence, la criminalité et tout, mais que maintenant, comme je sais que tu as travaillé dans des projets qui ont bénéficié les jeunes qui sont en centre jeunesse. Je sais que tu as travaillé sur plusieurs projets d'artistes, que ça soit Rain Man, Ils vont crever, tu comprends? Comment tu as passé Comment je pourrais bien poser la question? Dans le fond, ce que je veux savoir, c'est, OK, une fois qu'on laisse la rue de côté, parle-nous de ce côté-là qui est tout aussi beau, tout aussi exceptionnel. Tu as travaillé avec des grosses pointures, tu as fait des grandes choses dans ce milieu-là et tu as commencé à redonner justement à la jeunesse qui sont présentement en garde fermée, en centre jeunesse, qui ont besoin de changement de mentalité, qui ont besoin de renouvellement. Là. Puis tu as commencé à semer dans la vie de ces gens-là. Et si tu peux me parler un peu de ça, ces projets-là? De ces projets-là? Bon, il y en a eu plusieurs. C'est juste que j'avais pas calculé nécessairement l'impact. Parce que c'est un processus. Hein. C'est un processus. Je dis que la musique m'a sorti de la rue, mais j'avais pas les outils. J'avais pas les outils que j'ai eus avec la thérapie. La thérapie, elle m'a vraiment aidé, là. M'a donné des outils pour pouvoir comprendre certains aspects de mes agissements. La musique a été une motivation, mais j'ai eu plusieurs rechutes. Okay. J'ai eu plusieurs rechutes. Et puis, la même énergie qui faisait que, tu sais, que je pouvais donner à quelqu'un du crack pour qu'il puisse s'en sortir, c'était quand même, pour moi, c'était de bien faire. Là, maintenant, je vais t'aider. T'as une femme, t'as des enfants. Je vais t'aider à faire de l'argent. Ça, et puis, en réalité, c'est complètement fucked up. T'as des enfants, et puis voici maintenant. Mais on ne savait pas. On ne savait pas. On a vu ça se dégrader. Le crack est arrivé à Montréal pratiquement en même temps que New York. Et que, quand j'ai vu le monde commencer à devenir fou là-dessus, c'est là que là, on a peut-être vu que c'est peut-être quelque chose qui n'était pas nécessairement bon, et puis que j'ai voulu switcher mes opérations. Là. Mais c'est cette même énergie-là
c'est cette même énergie-là qui a fait que, qu'on avait fondé le 67 aussi dans le temps. Que c'est pour aider, c'est protection de la jeunesse. Le monde pense que les gangs sont formés pour faire mal au monde. Et puis, mais je me souviens quand Boga s'est formé. C'est Black Organization, c'est sur le modèle Black Panther. Ça a dérapé, ça a dérapé. Mais les racines étaient sérieuses au début, là. Le mouvement, pourquoi ça a commencé? Le mouvement, pourquoi que ça a commencé? Mais là, maintenant, OK, tu veux te protéger de la police. La police a des guns et puis toi, tu n'as pas de guns. Comment tu vas faire pour avoir des guns? Tu vas aller les chercher. Ça a commencé à déraper. Tu as eu certains éléments qui sont arrivés, que les autres, c'était des éléments délinquants, là, qui ont profité de ce mouvement-là pour le criminaliser. 67, c'était pas un mouvement criminel. Bon, je peux pas dire nécessairement la même chose de CDP, là, mais il y a certain, mais t'as une certaine fraternité qui existe là-dedans, et puis un vouloir de s'en sortir, là, du monde qui vont se mettre ensemble dans un quartier pour dire, écoute, on va s'en sortir, on va gagner, et puis on n'a pas nécessairement, dans ce temps-là, on n'avait pas nécessairement des personnes plus âgées pour nous guider à travers ce processus-là, pour nous parrainer à travers ce processus-là. On est marginalisé, et puis on se retrouve avec les personnes qui sont marginalisées, et puis qui essaient de nous exploiter. Et puis, bon, il faut renverser cette vapeur-là. Fait que... Est-ce que c'est pour ça que c'est important pour toi de redonner aujourd'hui? Tu as dit, tu viens de nommer qu'il n'y avait pas tant de grands frères sur qui tu pouvais t'appuyer. Est-ce que c'est pour ça que pour toi, c'est important de redonner aujourd'hui? Oui, parce que je considère qu'aujourd'hui, c'est ça, je suis la personne que j'aurais besoin d'être tombé dessus dans le temps. J'aime tellement ça, ouais. Et puis, quelque part, c'est une manière aussi de me racheter envers la société. Parce que j'en ai fait. Et puis, je tiens, avant que je quitte ce monde-là, de laisser quand même une empreinte positive. Tu as déjà commencé. Fais-moi confiance. Tu as déjà commencé. Peut-être que tu penses que le poids des mauvaises actions pèse plus lourd. Fais-moi confiance. Tu as déjà commencé. Comme je te le dis, je te garantis. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Exact. Jamais trop tard pour bien faire. Et puis en même temps, ça me garde dans ma discipline de savoir d'où est-ce que je viens aussi. Et puis le chemin que j'ai parcouru. Ouais. Comment tu gardes une santé mentale bien balancée? Je m'entoure de personnes qui ont une santé mentale bien balancée. c'est 60% de l'histoire. Le monde sous-estime beaucoup ça, là. L'entourage, oui. C'est très important. C'est comme il y a de mes frères que je ne peux pas fréquenter. Je ne peux pas fréquenter parce qu'ils mènent un style de vie qui est toxique. Et puis plus qu'ils étaient proches de moi, plus que je dois me tenir loin des autres parce qu'ils peuvent m'entraîner. Et puis ça, c'est important parce que tu as toute cette question-là de loyauté. Envers des personnes avec qui que tu as vécu des situations très, très périlleuses, et puis on s'est sortis, on s'est tenu les coudes. En même temps, c'est ces mêmes personnes-là qui vont te garder dans un état d'esprit, parce que les autres même sont en dépression. Les autres même sont en dépression. Les autres même ne savent pas qu'ils sont en dépression. Les autres même n'acceptent pas le fait qu'ils sont en dépression. Et puis... quand toi, t'es fort, ok, c'est bien, mais quand la vie te donne des embûches, et puis bon, t'es pas bien entouré, t'as beaucoup plus de chances de chuter. Ça, et puis ça, c'est la chose qui est le plus dur, je trouve. C'est de regarder les personnes que t'aimes souffrir.
et que tu peux pas faire grand-chose. Tu peux pas faire grand-chose. Puis il faut que tu l'acceptes. Quelque chose d'autre que je fais pour ma santé mentale, je fais beaucoup d'auto-analyse. Et puis je m'implique le plus possible dans des actions communautaires là, positives pour pouvoir, comment je peux dire, aider les personnes de ma tribu. Là. C'est quand je les spot pour... parce que à l'âge que je suis rendu, j'ai vu des jeunes grandir dans des conditions qui étaient horribles. Et puis j'ai rien fait. J'ai rien fait parce que pour moi, c'était normal. De dire, OK, toi, tu es en train de le prendre, là, ben, c'est ça la vie, parce que voici comment moi, j'ai grandi. Mais c'était pas normal. Et puis qui, aujourd'hui, bon, sont en prison, sont en train de faire des grosses peines. Il y en a d'autres qui sont plus là. Même au dernier temps que j'étais en prison, c'est comme... C'est plus une affaire de mon âge, là. Et puis, il y a des jeunes que autres ne sont pas des touristes dans l'affaire, là. Et ils sont dans la vie, et puis là, j'étais comme... Je suis désolé pour toi parce que les choses ne sont pas ce qu'elles étaient. Aujourd'hui, le niveau de snitching all-time high, je pense que c'est beaucoup plus populaire de snitch que de faire du crime. Les valeurs sont toutes twistées, mises à l'envers. Comme tu dis, ils veulent mettre tout à la télévision, ils veulent tout, l'auto-snitch. Toutes les valeurs, les codes qu'on nous a inculqués depuis un jeune âge par rapport à la rue, tu réalises que tu suis des codes qui valent absolument rien. Quand tu te rends compte, tu es déjà trop matrixé, tu es déjà dans le vortex. Mais en réalité, tu réalises qu'on m'a demandé de suivre des codes que personne ne respecte, personne... C'est sûr que je regarde ça, mais j'ai vu comme un switch. C'est comme dans le temps de pas snitch, c'était une condition de survie du milieu. Aujourd'hui, snitcher fait vivre le milieu. C'est fou, là. Mais quand maintenant on parle des agents sources et puis ces affaires-là, les agents sources, c'est des personnes qui sont financées par la police et puis qui commettent des crimes. Là, ça, c'est quelque chose que va falloir qu'on rentre en détail comme si d'un part 2, parce que là, tu parles d'une partie du système que tu essaies de calculer comme... Je te comprends, je suis d'accord avec toi, mais c'est tellement profond, ça prendrait un épisode complet même, là. Tu comprends? De toute façon, on va t'éviter pour un part 2, c'est sûr. Thanks. Mais juste avant qu'on rentre parce que là, il reste une question. Puis on aimerait ça que tu laisses les jeunes sur une piste de solution. Mais avant, on a une dernière question pour toi. OK. Donc, avec le recul, c'est quoi ta lecture, je pourrais dire générale, de ta situation en bref? Là? La lecture de ma situation en bref, c'est que la thérapie a vraiment beaucoup aidé. De la manière que je vis présentement, je suis beaucoup plus heureux. En fait, c'est même pas une question, c'est maintenant que je sais qu'est-ce que ça veut dire être heureux. J'ai pas connu ça dans mon enfance, j'ai pas connu ça dans mon adolescence, ni ma vie d'adulte. C'est maintenant là, que je vis ça. Pour moi, c'est carrément une renaissance. Je suis avec ma femme depuis 4 ans. C'était carrément la plus longue relation là, que j'ai eue jusqu'à présent. Là. Et puis, elle m'aide beaucoup à rester sur le droit chemin, tout ça. On a beaucoup de conversations profondes, ces affaires-là. C'est sûr, des fois, je lui raconte des affaires que j'ai vécues qui sont pas mal assez dures. Mais elle aussi, elle a vécu aussi des affaires qui sont pas mal assez dures. Et puis voir la vie
en tant que ton verre est à moitié plein, au lieu de le voir comme à moitié vide, ça aide beaucoup Ça, c'est vrai. à passer à travers les épreuves de manière positive. Ça n'est pas nécessairement de manière naïve, mais c'est de manière positive pour dire, écoute, oui, on va trouver une porte de sortie, et puis oui, c'est possible d'être heureux, et puis ces affaires-là. C'est quelque chose, en fait, quand c'est des droits qui sont protégés par la Constitution canadienne, tout le monde a le droit d'être heureux ici. Là. Tout le monde a le droit d'être heureux. Et que si tu es un enfant qui est dans une mauvaise situation, tu as le droit d'être heureux. Et puis si tu ne sais pas comment être heureux, il y a de l'aide qui existe. J'aime tellement ça. Ouais. Oh, très Ça bon. fait du bien, ça. Ben oui, très beau message, très beau message. Puis on aurait pu continuer pendant tellement longtemps, c'est ça la vérité. J'ai tellement de questions que j'ai envie de demander, mais on est limité par le temps. Mais ce ne sera pas la dernière fois qu'on se rencontre, fais-moi confiance. Si on se laisse sur un message que tu voudrais donner, que ce soit aux intervenants, aux parents, à des jeunes ou des jeunes adultes qui sont présentement avec la marginalité, qui deal avec la marginalité, qui deal avec la délinquance, la criminalité, des parents qui ne savent pas vraiment comment apporter de l'aide à leurs enfants, qui ne comprennent pas vraiment, ou même des intervenants qui sont dépassés par le tout, qui pensent qu'ils ne savent pas comment ils peuvent aider ces jeunes-là. Comment toi, quel message tu veux les laisser? L'amour, la paix, l'unité, se faire du fun. T'as dit amour, paix, unité et se faire du fun. Wow. Wow. Est-ce qu'il y a une meilleure manière de finir? En tout cas, je veux juste te dire merci encore une fois, Vladimir Berry, a.k.a. DJ Boogie. Écoute, c'est sûr, on va pouvoir te faire de la publicité. On va laisser savoir aux gens où ce qu'ils pourraient trouver ta musique. Et aussi, on va mettre les informations pour Zulu Nation. Tout ce que tu fais, que les gens pourront bénéficier, vont pouvoir retrouver aussi. Une fois que l'épisode va sortir et tout. Encore une fois, au nom de l'équipe, on veut te dire merci. Merci de partager. Merci pour cette vulnérabilité. Puis merci de juste mettre ta pierre à ce qu'on essaie de bâtir et ce qu'on essaie de faire pour la prochaine génération qui s'en vient. C'est très beau. Et puis vraiment, j'applaudis votre initiative. Merci. Et puis je suis honoré d'être là. Merci beaucoup. Donc, c'était un autre épisode pour le projet Le Tournant. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt. Si tu te lances, il y aura des moments intenses, des secousses et des turbulences. Il faut que tu prennes ça posé, t'inquiète, tu vas y arriver. Regarde-toi dans le miroir, faire le 180 degrés. La vie, c'est pas lancer compte, mais ça compte seulement si tu te lances. Il y aura des moments intenses, des secousses et des turbulences. Il faut que tu prennes ça posé.